Bonjour Sandrine Kiberlin. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, ça me touche tellement, il n'y a pas mieux. Voilà, je voulais vous demander comment se passait votre festival Premier Plan. Donc, là, écoutez, voilà. j'en peux plus. J'en peux plus, moi. Non, mais c'est tellement émouvant, c'est Premier Plan, premier film, voilà. C'est mon premier film et vous êtes tous si nombreux, si émouvants d'avoir été, je sais pas, si... J'étais dans le noir, là, quand vous avez commencé à applaudir dans le noir, en fait, quand le générique a commencé. Moi, c'est mon film, mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je dois dire qu'à chaque fois que je voyais la fin, j'ai tout fait, si vous voulez, ce silence de fin là, qui dure 9 secondes, pas 8, pas 10. À chaque fois que je vois India Air, donc la Viviane, la meilleure amie d'Irène, avec son regard là, qui comprend, et même au montage, hein, j'arrivais pas à... Donc j'ai fait tout ce que j'ai senti, tout ce qu'on a... Voilà, on était tous ensemble pour faire ce film et témoigner de cette injustice qui perdure. Oui, alors je voulais revenir un peu, parce que ce film, effectivement, enfin, on retrouve quelque chose dont on parlait ensemble hier lors de votre masterclass. On a parlé d'abord de légèreté. Et il y a dans le film la légèreté, il y a la lumière, il y a un élan magnifique de la jeune femme, donc jouée par Rebecca Marder, Irène. Et puis il y a aussi quelque chose de sombre et de très dur. Et peut-être que cette note de gravité, on ne s'y attendait pas de votre part, et elle est aussi en vous. Bah oui, enfin en tout cas, je pense qu'on a tous une conscience aiguë du monde qu'on vit, qui a été derrière nous et qui est l'époque que je traite dans le film. Mais l'idée du film, c'était d'être assez intemporel pour qu'on puisse imaginer que ça pourrait arriver à nouveau de façon très quotidienne, comme ça. On s'aime, on est dans nos familles, on avance, on fait ce qu'on aime. On a un peu vécu ça à un degré moindre finalement avec la crise sanitaire, où on disait mettez vos masques, on rigolait. Au début, on se disait c'est en Chine, ça va pas venir jusqu'à nous et tout. Et puis ça vient jusqu'à nous dans un degré évidemment qui n'est pas du tout le même. C'est parler de ce qui nous... Mais même, si vous voulez, on fait un film, on l'écrit, on parle de quelque chose, de cette volonté de parler d'un âge où tout est possible, où tout est que élan, que jeunesse, espoir, et rien ne devrait entamer et venir troubler cet élan. Et moi, je parlais vraiment de cette époque, et j'avais vraiment l'impression de traiter qu'un sujet, si vous voulez, qui était celui-là. Puis après, quand j'ai écrit toute seule, je me suis rendu compte après, quand le film a été reçu et que les gens étaient émus et tout ça, de ce que je racontais d'autres, c'est-à-dire de ma jeunesse. On a parlé, je sais pas, vous étiez sans doute pas tous à tous les rendez-vous du festival, mais je me rends compte là, on a parlé des films que j'ai pu faire avant, je suis revenue là sur tout mon parcours d'actrice et tout ça, et qui ressemble aussi à mon film. C'est-à-dire, il y a ça dans mon film. Il y a vraiment, être actrice, pour moi, ça a été comme une renaissance. Et dans le film, elle a ça, elle a quelque chose qui vient, d'ailleurs, elle met du théâtre dans tout, elle met du théâtre chez elle, elle veut absolument mettre de la vie partout, elle veut pas que ce qu'elle pressent prenne le dessus sur le reste. Elle se bat pour que ça continue. Elle leur donnera même pas son regard à la fin. Elle leur donnera même pas. Elle sait très bien ce qui se passe derrière elle. Elle ne se retournera pas. Et c'est comme si elle disait à sa meilleure amie, continue, toi, continue, témoigne de ça. Enfin, il y a un truc comme ça de vie que j'ai. Mais j'ai aussi compris comme mon film parle d'autre chose de moi. C'est-à-dire comme on peut être fauché en plein élan, je sais pas moi, d'un amour, quelqu'un qui... Voilà, les choses qui nous fauchent, les choses qui nous qu'on voit pas venir. Ça peut être évidemment ce que je traite dans le film, qui est une des plus grandes injustices du monde et qui aujourd'hui fait encore débat et qui pourrait être aujourd'hui comme ça, venir insidieusement dans nos vies, comme d'ailleurs Irène raconte toutes les Irènes du monde, les Iraniennes, les Ukrainiennes,
enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand le film est sorti, Éric Zemmour était à son... était là, quoi. C'est déjà... Et donc, ça raconte tout ça, mais ça raconte aussi ce qu'on ne voit pas arriver insidieusement, qui pourrait... Le film raconte aussi ça, la vie, quoi. En fait, la vie, et ce qui va nous arrêter dans la vie. Et ce qu'il y a de très beau, j'ai trouvé dans le film, c'est votre rapport avec ce qu'on appelle le cinéma, enfin les films en costume, le cinéma de reconstitution, parce que c'est souvent, surtout sur cette période de la guerre, c'est souvent bon, des conventions, et là vous avez échappé vraiment à... Enfin, j'ai jamais vu un film à la fois aussi dépouillé et aussi juste, m'a-t-il semblé, sur cette période, sur la vie quotidienne. Et hier, on n'a pas pu évoquer le fait que vous êtes ce qu'on appelle une personne de goût. Vous avez un regard. Par exemple, votre compte Instagram, vous postez des photos qui sont choisies. Enfin, on voit votre œil. Et là, en tant que cinéaste, on voit aussi votre regard sur ce travail de reconstitution. Donc, vous avez veillé Oui. directement sur les décors et Si tout vous ça. saviez. Là, vraiment, c'était le but. C'est pour ça aussi que je suis pas dans le film. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de mère, d'ailleurs. J'étais un peu la mère de mon film, quoi. Je maternais tout le monde, en même temps je décidais de tout, en même temps c'est ça qui m'amusait, qui m'excitait, qui était de voir mon film voir le jour, quoi. Donc tout était au millimètre, même la mèche de cheveux de Rebecca, je voulais qu'on la décoiffe. Les garçons, normalement de cette époque-là, n'ont pas de pattes ici, mais je trouve que c'est plus beau un homme avec des pattes ici. Donc je voulais que ce soit un peu intemporel et que ça me ressemble et que j'aime les voir et que je les abîme pas, mes acteurs. Et en même temps que ça raconte vraiment l'histoire. Donc il y avait une volonté de... Il n'était pas question d'anachronisme, jamais de la vie, mais c'est Maurice Pialat qui disait que dans Van Gogh, il a parfois mis un t-shirt rayé Sonia Rykiel à une actrice qui faisait plus juste que s'il avait mis un costume de l'époque. Moi, j'étais plutôt dans ce travail-là, c'est-à-dire évoquer l'époque, mais comme disait Agnès Varda, donner envie de voir sans montrer, sans tout démontrer. Je pense que quand je mets pas, pour moi, quand il n'y a pas de bruit, de bottes, de militaires, quand il n'y a pas de drapeau SS, ma chef d'éco, elle me disait, mais la sortie de la mairie, quand ils vont rendre leur vélo, tu veux un drapeau français ou tu veux un drapeau SS? Je dis, non, un drapeau français, t'es folle. Jamais, peut-être le drapeau SS peut être derrière, flotter derrière, parce que c'est la réalité, mais on ne le voit pas. Je veux aucun insigne de l'époque qui réduirait presque le propos, en fait. Donc je trouvais plus inquiétant des rues désertes que des rues occupées parce que nous, inconsciemment, on sait. C'est-à-dire, eux ne savent pas, mais nous, on a 80 ans d'avance sur eux, on sait les bottes, on sait les fusillades, on sait les filles tirées par les cheveux, on sait tout ça. Ce sera plus fort si je ne le montre pas et si je vous fais confiance, une fois de plus, aux spectateurs, d'imaginer le pire par le silence, par le désert, un peu comme sans vouloir me comparer du tout, mais un peu comme me procurent les émotions des livres de Modiano, quoi. On est inquiet parce qu'il se passe très peu de choses, on se dit mais par où ça va arriver là? Et je préférais qu'elle s'évanouisse, que son corps la trahisse, plutôt qu'elle ne dise aussi des choses. Elle le dit qu'une fois, quand elle passe le concours du conservatoire et qu'elle dit à Viviane, mes évanouissements, c'est pas le trac. Elle dit même pas au début. Elle disait c'est ça en montrant l'étoile. Et au montage, j'ai coupé. Elle fait juste. Je vous fais confiance. En fait, je sais que vous allez voir ce qu'elle montre. J'ai pas besoin à chaque fois de pointer le doigt très fort sur le. Mais j'ai toujours aimé les films comme ça, moi, les films. Après, j'en aime des plus démonstratifs, mais j'aime bien quand on nous laisse deviner quelque chose et qu'on est pris par l'ambiance. C'était ça qu'il fallait réussir. C'était à la fois la joie, jamais quitter la joie, jamais quitter la jeunesse, jamais quitter les premières amours, le théâtre, la famille, l'amour. C'est une fille qui est aimée, c'est une fille qui a dû avoir du chagrin, qui n'a pas de mère, le père. On est en empathie avec lui parce qu'il
parce qu'il pense qu'il fait bien en suivant les règles, et puis on imagine qu'il a eu une femme, qui veut protéger ses enfants. Anthony, Bajon qui joue le frère, qui est limite à flirter avec l'ennemi, comme ça, enfin des choses. Mais en même temps, jamais quitter la joie de cette grand-mère qui n'a pas d'âge, qui a l'âge de sa petite fille, mais qui a en même temps un secret. On sent qu'elle sait, qu'elle lâchera pas. Comme était ma grand-mère, hein, qui a dit un jour si tu vas à la mairie, je saute par la fenêtre. C'est des choses qui ont été dites, que j'ai voulu mettre comme ça, comme des grosses informations, mais il doit y en avoir 3-4 dans le film, pas plus. Parce que le reste, on est avec elle. Et l'idée du film, c'était d'être avec elle, qui claque la porte, à ce soir, qui claque la porte, à ce soir, jusqu'à ce qu'elle mette la veste et qu'on voit ça monte, ça monte, ça monte. C'est ça qu'il fallait réussir dans l'écriture. Et puis je me suis rendu compte que c'était un vrai film à mettre en scène, mais que je me rendais pas compte de ça en fait. Vous voyez ce que je veux? Enfin, j'avais tellement tout dans la tête que je me suis pas dit c'est un pari énorme ce que tu es en train de faire parce que ça peut être complètement foireux quoi. Parce que c'est vrai que si on sentait pas avec si peu de détails la montée de cette horreur quoi, sourde comme ça, c'était fichu. Et ça veut dire que le tournage a été pour vous le premier tournage d'un long métrage. Ça s'est passé facilement ou... Mais ouais. Enfin, c'est-à-dire, oui. Oui, je peux pas dire autre chose. Franchement, rien n'a été. Si, on m'a mis 400 bâtons dans les roues. Mais comme tous les films, j'ai commencé avec des producteurs, le développement du film et de l'écriture. Ils m'ont lâché parce qu'ils ne croyaient pas à une vision que j'avais d'une actrice, enfin bon bref, d'un choix que j'allais faire. Donc j'ai dit ok, bah, on arrête là. J'étais bras ballants. Après un an avec des producteurs, vous êtes lâchés, vous dites mais qu'est-ce qui va, mon film, mon film. Et le hasard fait que le lendemain, un producteur me dit mais t'en es où en fait de ton long métrage. Le lendemain, hein, j'ai même pas eu à faire allô, allô, au secours. Le lendemain, et je dis bah non, j'ai plus personne. Ah bon, mais moi j'ai vu ton court métrage, mais moi je veux faire ton long métrage. Je dis ah bon. Et Olivier Delbosque est arrivé et m'a fait confiance et j'ai même pas. Mais des bâtons dans les roues systématiquement parce que le scénario était parfois très vite compris, très vite. Et d'ailleurs, c'est très bon signe. Tous les acteurs pour qui j'ai écrit, c'est-à-dire André Marcon, India Air, Françoise, la grand-mère, m'ont tout de suite dit oui et m'ont dit je le garde sur ma table de nuit, c'est comme un poème, je sais pas, ils ont eu un... Et ça, je trouve, étant actrice moi-même, je m'en remets beaucoup aux acteurs parce que je trouve qu'ils ont un truc qui sentent. Donc ça, je me disais, je suis peut-être bien là. Et après, il y a eu Olivier Delbosque, le producteur. Après, puis il y avait mes proches. Enfin, je veux dire, il y a mon agent qui est là, Claire, qui a tout suivi. Il y a Tony Arnoux, qui travaille avec moi depuis longtemps et qui est mon ami. Il lisait les versions. Je me dis, je me trompe pas, je me trompe pas. Puis je faisais lire à des gens concernés par l'époque aussi pour savoir si parler de l'avant avec toute la force de vie justement que ça impliquait de sentir la menace. Et on me disait, mais t'as vu tellement juste, c'était tellement ça, on était encore plus dans la vie parce qu'on sentait que la vie allait peut-être brûler, quoi. Donc ils s'embrassaient plus, ils s'aimaient plus, ils faisaient plus la fête, ils se baignaient plus dans la mer, enfin je sais pas, il y avait un truc comme ça. Donc on m'a mis des bâtons dans les roues, même le financement, ça n'a pas été facile, il fallait... Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est actrice, avec une notoriété et tout, on disait, bon, Sandrine Kiberlin, clic-clac. Pas du tout. En fait, ça a eu du bon et du mauvais, parce qu'on me recevait, par exemple, France Télévisions, qui a donné de l'argent pour le film, me recevait en me disant, on aime beaucoup, mais c'est pas parce que c'est toi que... Et je dis, non, non, mais... donc, explique-nous et tout ça, et parce que je leur expliquais mon point de vue et tout, ils y sont allés. Mais il fallait que je me suis battue, quoi. Mais bon, on se bat pour les films. Et moi, j'étais très contente d'être considérée comme une cinéaste qui a à se battre pour que son film existe. Hein. J'avais pas du tout envie que tout soit servi. C'est un film pas cher. Et puis après, il y a toute l'équipe qui vous suit, qui donne le meilleur. Et ça a été ce qui a été le plus beau, en fait.
Et donc c'est pour ça que c'était facile après, parce que j'ai pas eu à expliquer 150 trucs au chef opérateur qui comprenait tout de suite mon point de vue sur les cadres, Mais bon, je l'ai assommé, le pauvre. Mais en même temps, en plus c'était le confinement, donc je vous dis pas, je lui dis mais reviens demain, les trucs. Donc on travaillait beaucoup en amont, beaucoup en amont, parce que ça me rassurait. Je disais mais là, je faisais des trucs à l'envers d'ailleurs. Je disais ma caméra, je la veux comme ça. Il me dit tu veux dire comme ça? Je dis ah oui comme ça. Pour exprimer un truc, en fait, je n'avais pas les mots techniques que j'ai vite compris, mais j'étais comme ça alors qu'il fallait être comme ça. Enfin bon. Mais je me faisais comprendre, mais tout était hyper travaillé, ce qui fait que sur le tournage, c'est pareil, la chef d'éco, je lui dis non, un canapé comme ça, c'est pas ça, c'est trop. Les repérages du décor, c'est très bien. On a très vite trouvé l'appartement, donc ça m'a beaucoup rassurée. Avant le confinement, on a trouvé l'appartement qui était quand même l'élément important. Mais par exemple, là aussi, on me disait mais le parquet va faire du bruit. Je dis non, il fera pas de bruit. On mettra de l'eau. Il paraît qu'il faut mettre de l'eau avant, donc on a mis de l'eau pendant tout le confinement Enfin bon, des choses de cinéma quoi, mais qui m'ont vachement amusée. En fait, tout m'amusait jusqu'au montage, qui est le seul élément que je connaissais pas comme actrice, puisque moi je connais tout comme actrice du Perchman, donc ils pouvaient pas me la faire, hein, les pauvres. Mais au montage, je suis arrivée avec il y avait mon monteur qui avait monté au début, mon monteur. Je lui dis est-ce que ça... Bon, déjà, c'est un énorme monteur. Hein. C'est un monteur, il s'appelle François Gédigier. Il a monté des films de Chéreau, il a monté des films de Claude Berry, il a monté des films. À chaque fois que je voyais un film où j'aimais le montage, il y avait écrit François Gédigier. Je me dis, je vais appeler François Gédigier. François Gédigier, je lui envoie mon scénario, il me rappelle, il me dit c'est bien, c'est Dru. Et il me dit c'est déjà monté. Et je lui dis je sais pas là, oui, enfin faudra retrouver ça, mais. Et je lui dis est-ce que tu peux être là pendant les 2 premières semaines de tournage pour savoir si je suis complètement nulle, et s'il manque des choses, si ça va, quoi, si c'est ce que tu as lu et ce qui peut devenir un film. Il me dit oui, et tout. Donc il est là dès le début, et puis il me disait rien. Moi j'étais tellement affairée à tout, voire même les rushs en rentrant et tout ça, que je l'interrogeais pas. Je me dis, s'il me dit rien, c'est que a priori ça va. Jusqu'à ce qu'il me dise encore rien, et puis après, il devait arrêter au bout de 2 semaines, et puis il continue pendant tout le film à monter sans moi. Et je me dis, mais merde, il monte sans moi, c'est mon film, et tout au secours. Il va monter mon film comme un truc qui n'est pas mon film. Et donc j'arrive au montage à la fin du film, un peu comme ça, alors que je sentais que c'était vous savez, le feu derrière le feu derrière la glace, là, le feu sous la glace. Je me disais, c'est un ours, mais lui, je vais l'aimer, on va s'aimer. Et je sais pas comment. Et donc, hyper ours. J'arrive dans la salle de montage. Je ne savais même pas ce qu'était une salle de montage, moi. Enfin, j'avais vécu mon court-métrage, mais ça, c'était mon long-métrage. Donc j'avais vécu l'omniprésence au montage avec non, pas là, ça, on va le remettre là, truc folle. Mais, bon, là, j'étais avec un objet qui m'a déjà presque montré... le jour où j'arrivais pour monter. Bon, j'étais complètement affolée, je lui dis on va tout refaire, on va tout reprendre. Il me dit oui. Il me dit toujours rien, il me dit pas c'est bien, c'est pas bien, truc. Et on commence à travailler très précisément et tout, on reprend tous les rushs, tous les trucs. Le début n'est plus le même début, on enlève des séquences auxquelles... Un jour il me dit l'amoureux transi que j'adore, qui s'appelle Jean Chevalier, qui est l'amoureux du début, parce qu'il en fallait un au début pour quand le bon arrive, on se dit évidemment. Gilbert, il avait tout, mais il avait pas. C'est Gilbert dans 3 ans, quoi. Et il me dit un jour bon, on va enlever ce Gilbert. Je dis quoi? Et il me dit on va enlever ce Gilbert, il faut qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet, quoi. Il faut qu'on aille vite dans le vif du sujet. Je dis, mais non, mais si on va vite dans le vif du sujet, on n'arrivera pas à ce que ça monte et tout ça. On a eu tous les deux l'intelligence de s'écouter, c'est-à-dire que je lui dis, ok, vire. Bon, j'ai pas dormi, j'étais là en truc, j'arrive le lendemain, donc ça enlevait 10 minutes. Quand on enlève Gilbert, on enlève la lettre lue par la grand-mère, on enlève tout. J'étais là, je dis, mais j'arrive le lendemain,
en très genre je suis cool. Ça, c'était au bout de 15 jours de montage. Je vous dis pas, j'arrive très cool. Donc, on n'avait vraiment jamais abordé le fait de s'il aimait pas. Je m'assieds à côté de lui et tout. Je dis, bah, ok. Il me dit, bah, je vais te montrer. Je dis, ok. Je vois le truc sans Gilbert. Et il arrête, ah ouais. Et là, je lui dis, donc, c'est pas possible. Et il me dit, et c'est là qu'on s'est aimé. Et il m'a dit, non, c'est pas possible. Et là, je lui dis, mais moi, je me mets à pleurer. Je lui dis, mais moi, j'ai cru que tu comprenais rien. Mais moi, je l'adore, Gilbert. Mais si t'aimes pas Gilbert, t'aimes pas mon film. En fait, t'aimes pas. Et il me dit, mais si, tu crois que je suis là depuis le début de ton film et que j'ai monté pendant tout le tournage parce que j'aime pas. Je suis à fond. Je dis, bah alors on reprend tout, alors on refait tout et on a tout remis à plat et c'est devenu mon. J'espère refaire un film, alors si c'est sans lui, je l'attendrai, quoi. Formidable. Et juste encore une question de ma part, peut-être pour en prendre dans la salle. Vous avez cité Modiano, et c'est vrai, j'ai souligné la qualité du regard dans le film, mais aussi il y a une qualité d'écriture vraiment, et je voulais vous demander parce que je sais que vous avez aussi écrit des paroles de vos chansons, et votre rapport avec l'écriture, c'est quelque chose de constant? Non, c'est quelque chose qui vient. Il faut que ça sorte. Et c'est pour ça que je ne sais pas quand va sortir le film d'après, parce que je ne peux pas faire un film ou une chanson sans qu'elle soit, si elle est moyenne, si elle n'est pas viscéralement quelque chose que j'ai besoin. En fait, c'est un besoin. En fait, c'est vital. Mais beaucoup de grands cinéastes que j'adore, moi, disent ça, qu'on ne peut pas vous faire croire à une histoire si on n'y croit pas de nous à 2000%, enfin si ça ne devient pas une obsession. Et donc j'écris parce que c'est des moments où j'ai besoin. Je pense que je suis foncièrement actrice, que j'adore mon métier d'actrice, mais que au bout d'un moment on se perd à être des autres en permanence. On joue voilà, une pute de luxe, une pute de moins luxe, une poissonnière, un machin, un truc, avec des regards très forts de cinéastes très forts, qui sont très habités et que j'adore, mais au bout d'un moment, je pense que j'ai besoin de dire stop, c'est moi maintenant qui dois exprimer quelque chose. Et donc j'exprime par l'écriture, c'est vrai, et ça m'aide beaucoup, Moi, je pense que mon métier d'actrice m'a sauvée sans doute d'un manque de confiance, d'amour, de regard, je sais pas, quelque chose qui fait que tous les acteurs deviennent acteurs un peu pour ça, je pense. C'est pas normal de vouloir être aimé à ce point-là. Ça cache un vrai truc. Mais j'aime bien le risque qu'on prend en s'exprimant soi, et j'aime bien aussi devenir ceux qui me font confiance pour donner la confiance aussi à quelqu'un comme Rebecca, Anthony Bajon, enfin faire avec eux ce que quelqu'un a fait avec moi, et être aux manettes, quoi, et être c'est un besoin que j'ai eu pas si tôt, hein. J'étais comblée, puis en 2000, je crois que c'est en 2004, c'est aussi la vie, ce qu'on vit et tout ça qui fait qu'à un moment, on doit s'exprimer. Sinon, il y a quelque chose qui peut se casser, quoi. Ça ne se casse pas. Alors peut-être quelques questions, on a un peu de temps encore, je crois que voilà, s'il y a des questions dans la salle, je crois qu'il y a un micro. Et... Bonjour. Bonjour. D'abord, quelle leçon de vie, quelle leçon d'histoire et quelle leçon de cinéma? Quelle leçon de vie, parce que vous avez superbement filmé l'innocence, avec un moment ou de fêlure ou de bascule, qui est le premier rendez-vous sur le banc avec le père, dans les jardins du Palais Royal. Un changement d'éclairage brutal, je ne sais pas s'il est voulu ou s'il est naturel, mais c'est magnifique. Leçon d'histoire, bon, Rebecca n'est pas là, mais... Elle vous embrasse. Oui, mais
quand la grand-mère reçoit son amie dans son lit, qu'elle fume et qu'elle lise la définition du Larousse sur la peur, ça m'a fait penser à Simone Veil qui recevait, alors j'ai oublié malheureusement... Marceline. Voilà, Marceline, qui était cette superbe femme qui avait vécu le même drame et une chevelure rousse et qui avait un dynamisme. Marceline Loridan Evans. C'est pour ça que ma grand-mère dans le film s'appelle Marceline. Et donc, voilà. Et puis, une leçon de cinéma. Donc, j'ai 2 questions à vous poser. La première question va porter sur la musique, puisqu'à la fin, il y a une musique qui, à mon avis, n'est pas la musique de l'époque, mais ça, c'est certainement c'était la question. Et puis, vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que d'être réalisatrice, ça avait une force pour vous, puisque vous ne deviez pas prendre un costume. Ouais. Or, dans le film, les 2 moments où l'étoile juive disparaît, c'est pendant la scène du concours au conservatoire et lorsque le frère joue de la flûte. Et c'est le seul moment où ils n'ont pas apporté, ou du moins l'étoile n'est pas visible. Merci en tout cas pour ce très beau premier film, et autant vous dire qu'on attend non pas le second, mais le deuxième. Ouais, merci. Alors attendez, la question première, c'est la musique. La musique, ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'intemporalité du film. En même temps, je voulais pas d'anachronisme. Donc tout ce qui est musique qui va avec le présent, ce qu'elle vit au présent dans le film, quand on est avec elle, qui sont presque des musiques qui existent au moment du tournage d'ailleurs, qu'on a travaillé, et qui sont les musiques par exemple de la fin dans le café, où ils improvisent, les musiques, la musique quand elle marche dans le jardin du Palais Royal. Pour moi, c'est une musique qui l'accompagne elle. Donc c'était des musiques, il n'était pas question que ce soit des musiques qui aient été faites après 42. Donc je me suis attachée à ce que ce soit très de l'époque. Non, vraiment que ça la suive elle et que ça évoque l'époque, et que c'est pour ça que j'ai pris Que reste-t-il de nos amours, et que j'en ai fait une petite fanfare. Et c'était important que ce soit une chanson vraiment avant juin 42. Je regardais les dates et tout, créée en même temps que ce qu'elle vit, quoi. Donc ça, c'est pour marquer son quotidien à elle et son présent à elle. Après, il y a des moments de cinéma où je me suis autorisée à faire et à utiliser une musique pour des moments de cinéma, dans le sens émotionnel du mot. Moi, je vibrais dès que je mettais Tom Waits sur le vélo. Je trouvais ça beaucoup plus fort que toutes les autres musiques. Donc, en écrivant, déjà, je me disais, là, il y aura la musique de Tom Waits. Quand elle danse avec sa grand-mère après Shabbat, c'est une musique évidemment contemporaine. Et là, je ne me soucie pas de savoir si c'est de l'époque ou pas, c'est des moments de cinéma pour moi, et donc ce qui compte, c'est mon émotion et ce que je sens. Donc il y avait cette... et particulièrement quand il s'embrasse avec la lumière la minuterie qui s'arrête, et que la musique part dans un truc très très moderne, c'est aussi pour un moment de cinéma où elle part avec... elle fait comme ça y est, quoi. Et je voulais quelque chose de très très presque, je sais pas, peut-être presque très cinématographique, donc je me souciais pas là encore de... Je pensais pas que c'était anachronique, je pensais que ça aidait l'histoire à nous émouvoir, quoi, et à la suivre toujours, elle. Quant au costume, oui, mais c'est beau ce que vous dites, j'avais pas pensé à ça, et ça rejoint un peu ce que je pense, c'est-à-dire que quand on est dans son art, quand on est actrice, quand elle passe le conservatoire, effectivement, et d'ailleurs, je pense que le théâtre et sa passion du théâtre sert le film, parce que c'est des moments où elle peut échapper. Elle échappe à son quotidien, elle échappe à elle-même, elle joue. Elle peut s'autoriser là de quitter le costume et d'endosser un autre costume. Et pareil pour Anthony, quand il est dans sa passion de musique, je voulais absolument la scène de l'orchestre d'Anthony n'existait pas dans même les dernières versions du scénario. Et quand j'ai mesuré que j'avais la chance d'avoir un acteur comme Anthony, je voulais qu'on finisse aussi avec lui sur une note d'espoir,
ok, il se fait quitter par cette fille qui est très monstrueuse, et il comprend plein de trucs, mais je voulais qu'on finisse avec lui aussi sur l'élan futur, qu'on puisse se dire au moment du noir, beaucoup de personnes m'ont dit, mais donc eux aussi, la famille aussi, elle va mourir, et qu'on puisse avoir le cœur serré d'Anthony qui peut-être vivra pas plus non plus. Donc, mais le costume, c'est vraiment une affaire, cette histoire de costume. Pendant tout le tournage, j'étais vraiment moi-même, de la tête aux pieds. Quoi que je mette le matin, quoi que je fasse, peu importe comment je me coiffais, comment je m'habillais, c'est, je crois, le moment de ma vie où j'étais le plus moi. Et je mettais un t-shirt jaune avec un pantalon orange et des baskets, et je me disais, je suis hyper bien. Non, vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans la vie, on est là, est-ce que je mets ça? Là, je me disais, de toute façon, c'est tellement moi, tout ça, là. Donc c'était super agréable d'être entièrement soi-même, en fait. Formidable. Et je crois qu'il faut qu'on trouve bientôt, non mais c'est vrai, d'être soi-même quand on est comédienne, comme vous l'expliquiez, quand on a fait tous ces personnages, se retrouver, c'est formidable. Ben, je pense que c'était important, je pense que c'était nécessaire pour moi. Et alors, il faut qu'on trouve le mot de la fin, et je me suis dit que c'était forcément le mot de jeunesse, parce que j'ai vraiment aimé dans ce film votre regard sur la jeunesse, et c'est un regard... c'est comme si vous étiez avec eux, et c'est en même temps comme si vous étiez dans l'admiration, vraiment, presque, c'est pas le regard de quelqu'un qui les voit de haut, c'est vraiment un regard qui regarde en haut, quoi, qui regarde ces jeunes-là. Et comme ce festival Premier Plan, c'est le rendez-vous du jeune cinéma, je voulais vous demander ce que c'est que cette jeunesse, et pourquoi vous avez ce rapport-là, c'est l'espoir, c'est... Parce que ma jeunesse, elle est moins près de moi qu'il y a encore 20 ans. Et que donc, je suis lucide et que je les regarde et que moi, j'ai adoré être jeune. Mais que je pense que on peut rester... Par exemple, faire un film à 50 ans, c'est une manière aussi de retrouver une première fois à 50 ans, de jamais vraiment s'arrêter, de jamais... De recommencer quelque chose de nouveau. C'est comme retrouver une jeunesse, en fait. Sur mon film, j'étais comme une adolescente. Et il y a aussi cette passion que j'ai pour cet âge-là. Je les regardais hier prendre leur prix. C'est pour ça que je vous remercie que ce festival existe et tout, parce que je regardais des gens, j'en parlais hier, tous ces jeunes qui montaient sur scène, prendre leur prix, tout qui sont... Il y en a un qui a dit on est l'avenir du cinéma, d'autres qui étaient très humbles, très passionnés, mais très, très simples, très... Et moi, je voudrais tous comme ça. J'ai un truc, je pense, très maternel de nature. Je voudrais les embrasser, leur dire ça va aller, alors toi, t'en fais. D'un coup, je voudrais que Rebecca, ça aille bien. Alors, je ne vous parle pas de ma fille à moi, ça, c'est encore la pauvre. Mais j'admire j'y crois en eux. En plus, il faut croire en eux parce que c'est eux qui vont, comme nous, on a pu faire des choses, c'est eux qui vont maintenant. Je les trouve très forts, je les trouve très solides à côté de tout ce qui se passe. Je trouve qu'ils ont du souci à se faire, mais qu'ils le savent et que donc ils mettent les bouchées doubles, quoi. Ils sont à fond, quoi, je trouve. Ils sont. Mais moi, je les adore, les jeunes acteurs. Là, tous ceux de mon film, je les ai choisis un par un. Je leur ai donné un prénom à chacun parce que je sais à quel point c'est important quand on joue un rôle d'avoir un prénom, pas d'être fille numéro 2, garçon numéro 4. Je les connais tous. Il y a Théo là qui joue dans le film, un des garçons qui est dans un des premiers films. Et je parie que tout cela, dans 10 ans, c'est ce que je disais à Claude-Éric tout à l'heure, on dira ah, Lucie Gallo, une des filles que j'adore dans le film. Ah bah oui, elle était dans le film, une jeune fille qui... Enfin, j'espère. J'espère. Mais on peut finir là-dessus. On peut finir sur un film que j'adore de Mia Hansen-Løve, puisqu'elle était là, présidente, et que je l'adore. Et d'ailleurs, j'ai choisi André Marcon pour ce qu'il est, mais parce que je l'avais revu dans ce film
sur lequel peut-être on peut finir, qui s'appelle L'avenir. Parfait. Merci beaucoup, Sandrine Kiberlin. Bravo. Merci beaucoup.